J'attaque maintenant? Allez, c'est parti. On va passer une demi-heure ensemble. Alors, je me présente, je m'appelle David Cosinus, je suis manager à la CMA-CGM. Si vous ne connaissez pas, c'est la grande tour à Marseille, transport de containers par bateau. Les containers, ouais, c'est rigolo, surtout ici. Ça fait... Bien sûr, ça ne marche pas. Ça fait 3 ans maintenant que je viens vous raconter un petit peu mes histoires. Je dois vous raconter quand même la vérité. Il y a 3 ans, quand je suis venu ici faire ma première conférence, c'est parce qu'on m'avait dit que si j'étais speaker, j'avais des places gratuites. Du coup, je me suis inscrit et puis j'ai pris goût quand même. J'ai pris goût, j'aime bien venir vous raconter tout ça. Il y a 3 ans, je vous avais expliqué mon point de vue sur notre métier d'informaticien et sur le fait que dans le passé, je considérais que les informaticiens avaient été des Jedi, parce qu'ils avaient plein de super pouvoirs, et qu'avec le temps et certaines pratiques, je vous ai expliqué il y a 3 ans mon amour incommensurable pour ITIL, ça nous avait rendu un petit peu très silotés, exécuteurs de procédures, et on ne sort pas du cadre, on fait du ticket, etc., etc. Et donc à la conclusion de... J'ai un petit problème, voilà. À la conclusion de cette conférence, ma question c'était il faut qu'on redevienne des Jedi. Au bout de 3 ans, la question c'est est-ce qu'on est redevenu des Jedi? Vous aurez la réponse dans une demi-heure. On va revenir un petit peu dans le temps. Il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant que je cherche à transformer mon métier, mon équipe. Je me suis intéressé à tout ce qui était automatisation. Et c'est là que j'ai découvert DevOps. On va dire les pratiques, etc. C'était des choses qui étaient intéressantes. Et j'ai découvert quelque chose d'important, qui est ceci. Et ça, c'est un logo qu'on a tous mis quand on fait des prêts à l'intérieur de nos entreprises. Ça fait sympa, c'est marqué DevOps. Et puis voilà, c'est sympa. Et au bout de 3 ans, alors vous savez, quand vous commencez à vous transformer, vous cherchez à faire du CI, vous cherchez à faire de l'Ansible, du Chef, du Puppet, du Pivotal, du tout ce que vous voulez, et à un moment donné, vous avez quand même risque de vous perdre dans tout ça. Il y a un brouillard, on ne sait pas par quel bout le prendre, on peut vite être perdu dans tout ça, et je me suis rendu compte, au bout de 3 ans, que ça, c'est plus qu'un logo. Ça, c'est un guide. On va rentrer dans le détail, mais avec ça, quand vous êtes perdu, vous le reprenez, vous savez où vous allez. Je ne sais pas qui l'a fait en fait ce logo, je ne sais pas si c'est les 2 gars qui avaient écrit le manifeste DevOps, mais en fait, avec ça, vous avez une boussole. Vous avez même une boussole de comment il va falloir vous transformer. Alors, c'est vraiment un constat par l'expérience. Le premier, parce que c'est une boucle infinie, comme on le sait tous, et donc normalement l'infini n'a pas de commencement, n'a pas de fin, bah si quand même, il faut bien démarrer quelque part. Et le premier point, qui est le plan. Alors plan, ça veut dire un petit peu tout et n'importe quoi, on planifie une action, etc. Non. Plan, dans votre transformation, c'est ce qui va vous permettre de vous dire « je passe à la méthode agile ». Je vais prendre mon équipe, je vais la transformer, je vais mettre en place du Scrum, du Kanban, ce que vous voulez, mais vous changez vos méthodes de travail, vous passez au mode agile. C'est même pas une option. Le mode agile, c'est pas une option. C'est quasiment une obligation. On a mis le temps, nous. L'année dernière, je racontais comment on avait fait un petit peu tout et n'importe quoi. On s'est fait aider, il ne faut pas hésiter à vous faire aider, du coaching agile, etc. Une formation de 5 jours sur l'agilité, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, plan, c'est, dans votre méthode de transformation, on passe à l'agilité. Alors, passer à l'agilité, nous, on avait commencé avec du Trello, vous pouvez commencer par ça. Maintenant, on en est là, quoi. On fait des petits diagrammes, enfin des petits Kanban dans GitLab, on vient de se mettre à Jira, enfin, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc, ça vous permet de savoir que c'est par la méthode que vous commencez. Commencez pas à vous embrouiller, à vouloir implémenter des outils, etc. Vous commencez par la méthode. Et le bon chemin, c'est la méthode agile. Enfin,
Ce que je vous dis, c'est des conseils. C'est mon expérience de 3 ans. Ça n'engage que moi, je serais tenté de dire. Le code. Tout le monde sait ce que c'est du code. Je ne vais pas vous apprendre comment il faut coder. Je ne suis pas là pour ça, on est d'accord. Surtout s'il y a des devs dans la salle. Hein. Moi, je viens du monde de l'infrastructure, je viens du monde des ops. Je ne vais pas apprendre à un développeur à coder. Mais, ce qui est important, notamment quand on est un ops, c'est de se dire, si je fais du code proprement. Donc le premier truc qu'on fait, c'est d'avoir un repository de code. Git, c'est quasiment une obligation maintenant. Il y en a d'autres, vous faites ce que vous voulez, mais si je dois vous donner un conseil, c'est Git. GitLab ou GitHub, au choix, ça c'est pareil. Nous, on est parti sur GitLab, c'est très bien. Et à partir de là, vous avez déjà de bonnes bases. Là où il va falloir être vigilant, et tout de suite, dès le début, c'est les branches. On peut commencer à faire du Git. Le premier truc qu'on fait, moi le premier, je l'ai fait, on se fait un repo Git, on travaille direct sur le master. Et hop, c'est parti. Bon, bah ça, déjà, vous oubliez aussi. Globalement, dès que vous allez commencer à faire du Git, bah, vous prenez Gitflow, ça marche, c'est peut-être pas adapté à tout, mais si vous ne savez pas, dans le doute, Gitflow, ça va fonctionner pour quasiment tout ce dont vous avez besoin. Et ça, si vous ne le mettez pas en place dès le début, catastrophe annoncée, vous allez faire des conneries. On les a fait. Donc, Ensuite, build. Alors, le build, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu différent. Quand vous êtes un dev Java, build, vous savez tout ce que c'est. Hein, vous allez builder votre artefact, vous allez le poser dans un Nexus ou autre, vous faites votre build, ça, il n'y a pas de souci. Pour de l'infra, c'est un tout petit peu différent. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé depuis 1 an sur quelque chose d'un peu particulier. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans l'aventure OpenStack. Ouais. On a arrêté, parce que c'était un peu lourd à maintenir, etc. Mais on a appris beaucoup de choses. Le premier truc qu'on a voulu faire quand on a fait de l'OpenStack, c'est builder vite des machines, parce que c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une image système, on a tout travaillé sur le provisioning, et puis les images système, après tout, on verra plus tard. Et du coup, on s'est retrouvé au bout de 6 mois, 1 an, il ne faut jamais penser en instantané, il faut toujours travailler sur le long terme. Au bout de 6 mois ou 1 an, nos images, elles ne sont plus à jour. Elles sont patchées après, mais elles ne sont plus à jour. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez un système de provisioning. Le 1er janvier, il est au point, vous le faites marcher, et le 1er juin, donc vous avez une durée à peu près de 5 minutes pour provisionner votre machine, et le 1er juin, vous êtes à une demi-heure. Alors, ce n'est pas du tout la relativité, hein, on n'en est pas là, c'est votre temps de patch qui s'allonge. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a besoin de travailler sur... On s'est dit, on va travailler sur le système de gestion d'images, on va traiter ça une fois pour toutes, et puis c'est marre. Et comme, entre-temps, on avait gagné en maturité, on a créé une image factory, et puis on s'est fait la totale. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait appris avant, continuous intégration, continuous deployment, Git, etc., on a fait l'intégrale. Donc on a commencé à planifier, voilà. Bon, c'est un exemple, hein. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'un système qui nous prend une ISO, toutes les nuits, on patch l'ISO, on produit une image qu'on scanne pour voir si c'est compliant avec les règles de sécurité, etc., etc. On monte ça en dev, pour voir si elle est bonne, on la teste, et on la livre. Et ça se fait toutes les nuits. Et 2 fois par mois, on tag une version, et c'est celle qui part en production. Ça, c'est automatisé. Ça veut dire que la gestion des images système, pour nous, ça ne pose plus, ce n'est plus un problème, on ne s'en occupe plus. On a fait un petit pipeline Jenkins. Donc qu'est-ce qu'on build en fait? On build une image. Au lieu de builder un jar, on build une image système. C'est juste l'objet qui est différent. Le principe reste le même. Donc on reste bien dans notre 8. On a respecté la case build. Les tests. Là, encore une fois, mon métier, c'est l'infrastructure. Tester des infrastructures,
tout le monde ne le fait pas quand on build. Globalement, je vais reprendre l'exemple qu'on a fait. Quand on a une image, pour s'assurer que cette image, ce produit, est un produit qui est utilisable dans un provisionneur de VM, ben, je vais tester cette image. Ça veut dire quoi? Alors que je vais monter une VM de test dans un environnement de dev, un vCenter de dev par exemple. Je vais monter l'image, enfin je vais provisionner une VM, je vais monter l'image dessus, et là je vais exécuter du test infra. Donc j'ai décrit tous mes tests, j'exécute du test infra, si mes tests sont bons, mon image est valide, je détruis l'image de test, et mon produit est fini. Mon image, elle est validée. Je sais qu'elle est bonne. Donc déjà, je sais que mon package, quelque part c'est un package, il est fini, il est carré, il est testé. Donc je peux en faire une release. Bon, globalement, une release, c'est quoi? C'est vous allez décrire l'ensemble des actions que vous allez faire dans le déploiement. Quelque part, en fonction de ce que vous allez faire, si je prends l'exemple d'un rôle Ansible, c'est sûr que pour nous, quand on travaille sur un rôle Ansible, quand on fait une release, ça veut dire qu'on va, mais je l'expliquerai un peu mieux plus tard, ça veut dire qu'en fait, on va merger la branche dans laquelle on travaille sur la branche master. Donc ça, on fait une release. Ça veut dire qu'on décide que nous, notre master, c'est la production. C'est le code qui tourne sur des machines de production, sur n'importe quelle machine live de nos infrastructures. Parce que ça peut être des machines de dev, ça reste de la production. On est dans un métier qui est un peu Inception quand même. Hein. Juste, ça, c'est un constat aussi que j'ai fait. Moi, aujourd'hui, quand je parle de dev, c'est la dev de mes outils. C'est pas la dev des développeurs. La dev des développeurs, c'est de la prod. Vous voyez? Faut jouer un peu avec le... Des fois, on s'y perd un peu. Hein. Si je parle de ma dev, je sais pas moi, de mon serveur Jenkins, c'est le serveur sur lequel je vais voir comment je fais évoluer mon Jenkins, ou etc. C'est pas le serveur Jenkins de production. Donc nous, notre dev, c'est relatif en fait à celui qui l'utilise. Bon. Donc derrière, je vais déployer. Si je reprends mon exemple d'image système, le déploiement c'est quoi? Je vais prendre mon image que j'ai flaguée, j'ai dit celle-là elle est bonne, elle est testée, et je la déploie dans le vCenter de prod. Donc je vais indiquer au provisionneur ou à la personne qui voudrait se monter une machine à la main, puisque là on est que sur la partie Image Factory, je vais lui indiquer que cette image, elle est déployée en production. S'il veut monter une VM, il prend cette image, il la monte en production. Donc encore une fois, on respecte les règles du 8. D'accord? Je relis mes notes. Le fait de déployer, pareil, quand je reparle de nos playbooks, de nos rôles Ansible, c'est important de parler de rôle plutôt que de playbook, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, tout ce qui doit tourner, n'importe quel objet, que ce soit, je sais pas moi, du code Terraform, un rôle Ansible, qui va tourner en production, c'est celui que j'ai fait tourner sur celui qui est dans mon Git comme étant la branche master. Mon rôle Tomcat pour déployer du Tomcat sur un serveur, c'est le rôle qui est flagué branche master. Ça veut dire que derrière, les gars de l'équipe, quand ils font des modifications, ils travaillent dans d'autres branches. Je reviens à ce que je vous ai dit à code. Si vous ne partez pas là-dessus, vous allez vite vous créer tout plein d'emmerdes qui vont être compliquées à gérer ensuite. Donc là, on a déployé notre image, elle est prête à être utilisée, tout va bien. Operate. Bon, on opère ce qu'on a délivré. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas intéressant ici, mais encore une fois, c'est une étape de ce cycle. C'est pas parce que je ne vais pas en parler qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'en fonction de ce que vous allez faire, si c'est une application, vous allez opérer une application. Si c'est une VM, vous allez opérer une VM. On ne va pas rentrer dans le détail. Monitor. Alors, à la fois, c'est simple, tout le monde sait ce que c'est monitor, on va monitorer nos applications, les devs vont regarder un petit peu la performance de l'application, ils vont regarder le nombre d'appels de leurs API, la performance d'une requête, etc., etc. Les ops, qu'est-ce qu'on va faire en général? On va regarder les CPU, la RAM, les disques, etc. Voilà, ça c'est du classique. Bon. Mais on a voulu aller un peu plus loin.
on s'est dit, dans notre Image Factory, qui n'est qu'un bout de ce qu'on fait, hein, c'est quoi en fait? C'est une application, comme une autre. Donc je vais aussi la monitorer applicativement. Donc la durée de mon job, ce matin, il y avait William qui faisait une conférence sur le DevOps et le management qui parlait de rajouter des indicateurs, des KPI, etc. Nous, ça, c'est devenu une sorte de KPI de ce qu'on produit. C'est-à-dire que je mesure mes jobs Jenkins, je mesure combien de temps ils durent, et si j'ai des dérives, aujourd'hui, globalement, il faut à peu près une trentaine de minutes pour builder une image complète. Alors, 30 minutes, c'est juste l'image, c'est pas pour aller provisionner les VM. 30 minutes, on a produit notre image qui va servir à produire les VM. Ça tourne une fois. C'est 30 minutes, une fois dans la nuit. Mais si on commence à mettre 2 heures, ça doit nous alerter. Donc ça, on le monitore. Donc votre outillage d'automatisation, vous le monitorez. Si votre temps moyen de provisioning d'une VM, c'est 5 minutes, quand vous passez à 10, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Bon, spoiler alerte, c'est souvent le réseau, hein, on va pas se mentir. Ah, la blague du réseau, elle marche tout le temps. Donc, globalement, voilà, ça vous permet d'avoir des nouveaux métriques. Vous raisonnez plus forcément en termes de CPU, mémoire, ce qui reste important à faire. Hein. Je ne vous dis pas qu'il ne faut plus le faire. Je vous dis juste que vous allez commencer à réagir. Quand on vous parle dans certaines conférences très intéressantes, qu'on vous dit les ops, il faut avoir une approche produit, c'est ça. Ça veut dire que votre système de management de vos infrastructures, c'est un produit. C'est votre application. Bon, je parle aux ops, là. Un point important. Ceci n'est pas un modèle d'organisation. C'est important parce qu'on peut des fois comprendre que le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, quand on est ops, bon, globalement, moi je m'occupe que du vert, hein, c'est bon. Puis les devs, ils feront le bleu. Non, c'est pas un modèle d'organisation. Ça, c'est pas une équipe par case non plus. Hein, une équipe de test, une équipe de build, non plus, vous oubliez. Ça, c'est globalement, vous devez pouvoir l'appliquer à une personne. Il n'y a pas de dev ou d'ops, d'accord? On peut très bien être, à un moment donné de votre action, un dev, et 1 heure après, un ops. Surtout quand on fait de l'infrastructure. Moi, je peux très bien, si je suis un petit peu vicieux, monter des outils sur mon laptop. Je vais monter un petit conteneur Jenkins, un petit conteneur Git. Bon, je vais mettre un Git à l'extérieur, mais... Et puis me mettre mon petit outillage et configurer mon laptop, pas des serveurs, hein, mon laptop avec de l'automatisation. Et le faire comme ça. Quand je vais créer mes playbooks qui vont configurer mon Mac, je suis dev. Quand je vais les exécuter, je suis ops. Ça, c'est pas un côté ou l'autre. C'est tout le monde à un instant T de ce que vous êtes en train de faire. Quand on parle de développer le système qui fabrique les images, on l'a développé. On est des devs. Quand on l'opère, on est des ops. C'est la même équipe. Donc, c'est pas un modèle d'organisation. C'est vraiment un guide d'une façon de travailler. Et c'est la façon dont, tant que vous gardez ça dans la tête, quand vous opérez, quand vous commencez à développer une nouvelle feature sur votre système, que ce soit, je ne sais pas, pour provisionner vos machines, pour configurer votre réseau, pour ce que vous voulez, tant que vous restez là, que vous respectez ces étapes, vous êtes dans le DevOps. Et vous pouvez le faire tout seul, en équipe, à plusieurs. Si vous êtes dans une organisation, si vous travaillez avec les devs, nous on le fait avec l'équipe digitale, on a par moment, on fait du dev parce qu'on s'occupe de configurer la plateforme sur laquelle ils vont travailler, et en même temps, on est leurs ops parce qu'on s'occupe de leurs applications. Mais ce n'est pas 2 équipes qui travaillent ensemble. Alors oui, ça pourrait l'être, mais gardez à l'esprit que dev et ops, ce n'est pas des hommes, c'est des actions, ce sont des rôles, et vous pouvez avoir les 2 rôles, c'est juste que vous ne les avez pas au même moment. Il m'a fallu
quelques années pour le comprendre, enfin pour comprendre et avoir cette interprétation-là. Parce qu'on s'est retrouvé, on va l'aborder, confronté à l'infrastructure as code. C'est de là que c'est sorti. Si vous ne respectez pas ça, vous allez faire du DevOps. Voilà. On code, on planifie après, on teste à moitié, on commit dans le master, hein, tout ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire, on déploie votre fixe, voilà, bop, bop, et hop, c'est parti. Donc voilà, on évite de faire ça. Pareil, ça c'est globalement les 5 secteurs sur lesquels je me suis dit qu'il fallait qu'on bosse depuis 3 ans. L'infrastructure as code, bon bah ça, c'est un basique, hein, mais on va en parler un peu plus profondément. CI/CD. Souvent j'entends, quand j'échange avec des gens, non mais c'est bon, on a du CI, du CD, donc c'est bon, ça c'est fait. Sur les applis, quand on parle de CI/CD dans le monde DevOps, c'est aussi dans les infrastructures. Quand vous déployez vos infrastructures, vous passez par un CI et un CD. Vous avez les mêmes règles que les développeurs. Vos infrastructures sont des applications. Vous devez penser comme un développeur. Et donc, du coup, c'est de mettre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, du Jenkins. Nous, on a commencé à regarder pour mettre du sonar, pour aller regarder un peu la qualité de notre code Ansible, et puis voilà. Au début, c'est un peu dur, ça pique un peu, mais après, ça va. Mais au début, c'est dur. Sécurité, oui, c'est important. Sécurité, c'est important. Nous, dans notre entreprise, c'est une équipe qui est à part. Donc, on ne va pas se substituer à la sécurité. On va être des facilitateurs de la sécurité. S'ils nous donnent des specs, on peut les implémenter. C'est tout. S'ils ne vous donnent pas de specs, on fait comme on peut. Donc, on a commencé à beaucoup travailler avec eux pour un petit peu, justement, travailler dans ce sens-là. Ils arrêtent d'avoir ce petit rôle de méchant flic. Non, ça, c'est pas bien. Du coup, on fait quoi? Je sais pas, mais ça, c'est pas bien. Bon, voilà, ça, c'est un petit peu... Oui, après le réseau, je me fais la sécurité aussi, mais bon, c'est mes potes, ça va. Les tests automatisés, on a vu qu'on les a intégrés, et le monitoring, je vous ai montré. Le point important, en fait, il s'avère que c'est l'infrastructure as code. Alors, le dark side of infrastructure as code, ça ne veut pas dire que l'infrastructure as code, c'est pas bien. C'est parce que j'aimais bien l'image. Et puis, surtout, c'est que ce que j'ai constaté par l'expérience, c'est qu'on peut vite arriver à penser qu'on fait de l'infrastructure as code, mais en fait, on n'en fait pas. Et c'est là qu'il faut être très vigilant à ce que vous faites. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes. Normalement, si vous connaissez les notions d'infrastructure as code, ça, c'est un peu la base. Pet versus Cattle, dans une conférence de ce matin, il y a quelqu'un qui en a parlé, c'est super important. Hein, mais globalement, ça veut dire quoi? Comment je pourrais le résumer? Il n'y a pas un code pour faire le serveur de l'application Tartampion, il y a un code qui fait des serveurs. Un serveur, c'est juste un objet comme un autre. On s'en fout. Donc on peut les jeter, enfin c'est du bétail. Éphéméral, c'est justement, si vous avez une capacité à provisionner et déprovisionner, vous pouvez être dans la capacité de monter, je ne sais pas, l'environnement, toute l'infrastructure de l'environnement de training d'une application pour les 15 prochains jours. Dans 15 jours, vous démontez, c'est fini. Très utile aussi quand on commence à vouloir faire du cloud. Il faut que les applications s'y prêtent, mais avoir de l'éphéméral, quand vous avez la première facture du cloud, vous pensez vite à commencer à faire de l'éphémère. Hein. Ça fait un petit rappel, petite piqûre, pas de souci. Immutable infrastructure. Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'y est pas encore. On n'y est pas. L'immutable infrastructure, ça, c'est ce qui va vous rendre meilleur ami pour la vie avec la sécurité. Voilà. BFF, la sécu, impeccable. Pourquoi? Parce que vous rendez vos infrastructures non modifiables. Celles qui tournent en live, elles ne sont pas modifiables. Ça veut dire qu'on ne s'y connecte pas, on n'intervient pas, on ne modifie rien. Du coup, on ne patche pas? Non, on ne patche pas. On détruit, on reconstruit derrière. J'ai ma nouvelle image qui est sortie. Alors ça veut dire que pour arriver à ça, il faut que toute votre chaîne, que ce soit le déploiement des applications, ça veut dire que ça, vous avez fini. Vous avez tout terminé. Bon, on n'a pas encore tout à fait terminé. Globalement, vous faites ce qu'on appelle du blue-green. Hein. Vous cassez, vous remontez, et puis vous redéployez l'appli, et puis ça marche. Donc si vous avez l'autre balanceur devant, vous avez une appli, vous en montez une deuxième, vous redirigez, vous cassez la deuxième, enfin bref, vous connaissez. Important, ça, c'est ce qui se passe quand on a des problèmes qu'on ne veut pas. Oui, mais bon, en fait,
c'est bon, je relance pas la chaîne, j'en ai pour 2 minutes à modifier sur la machine. Alors ça, c'est une fausse bonne idée complète, parce que vous allez rendre votre système inconsistant. Du coup, vous allez avoir peur de faire tourner vos automatisations. Du coup, vous allez remodifier à la main, et ainsi de suite, et c'est un cercle vicieux, et ça, donc c'est pour ça que l'idée de se dire « Ouais, non mais c'est bon, j'en ai pour 30 secondes, petite connexion SSH, je te modifie le fichier, on relance, et puis c'est marre. » Ça, vous oubliez. Quand vous rentrez dans le monde de l'automatisation, vous rentrez dans le monde de l'automatisation. C'est fini après les modifications sur les petites modifications manuelles, il faut arrêter les proscrire. C'est pas facile, mais il faut le faire. Ensuite, idempotent, j'adore ce mot, parce que je sais toujours pas le prononcer au bout de 3 ans, mais il pète à chaque fois que j'arrive à le sortir, parce que c'est sympa. Je sais pas si on dit idempotent ou un idempotent, c'est compliqué. Alors ça veut dire que votre code, il doit se réexécuter, vous pouvez l'exécuter autant de fois que vous voulez, ça donne le même résultat. S'il n'y a rien à faire, vous l'exécutez, il ne se passe rien. Configuration not in the code, on ne met pas la conf dans le code. Alors ça, vous allez me dire, c'est facile, je mets ça dans un fichier de variable. Oui, mais plus loin, vous mettez vos confs dans un autre repo Git. Vous avez votre code qui fait du Tomcat. Globalement, ça va être je vais être un peu charrette. Mais ça, c'est le moment important. Admettons, on vient vous voir, vous devez installer un serveur, j'aime bien l'exemple du serveur Tomcat, ça c'est mes souvenirs de middleware. Ok, vous faites votre playbook Ansible, tac, vous le tournez, ça produit, c'est impeccable. Ah mince, il n'y en a pas un, il y en a 3, parce que vous avez la dev, vous avez l'intégration, vous avez la prod. Bon, bah, on lance, on fait les 3. C'est pas grave, je mets mes variables dans un fichier et je relance. Puis la semaine prochaine, on vient vous demander la même chose. Bah, c'est pas grave, je duplique le repo, j'ai déjà le code. Et je duplique le repo, je relance, et je fais mes modifications de variables. Et puis au bout de 6 mois, on vous a demandé de faire ça 30 fois, vous avez 30 repos avec 30 fois le code de construction d'un Tomcat. Dans un an, il n'y en a pas un qui a le même code, parce que vous avez fait des modifications unitaires. Donc si vous faites un rôle Ansible qui est dans un repo de code qui lui ne bouge pas, et que vous créez des repos de projets où là vous avez vos variables, c'est votre CI qui va faire la jonction des deux. Chaque fois que vous avez un nouveau projet, vous créez juste un repo avec vos configurations, qui va avoir comme dépendance le code Tomcat. Voilà. Et au résultat, dans 6 mois, vous avez toujours le même code maintenable. Ça, on a mis un petit peu de temps, et ça vous fait du code réutilisable. Dernier point, un seul guide pour les gouverner tous. On évite de créer un playbook Ansible, de se connecter au serveur, de faire un git pull, parce que super, on sait utiliser Git, on fait un git pull sur le serveur, on exécute en local. Ça, c'est pareil. Dans 6 mois, vous avez 30 serveurs avec 30 versions locales de votre code, et puis il n'y en a pas un qui sera le même, parce que si vous oubliez de faire un git pull avant d'exécuter, vous n'avez pas la dernière version. Donc c'est votre CI qui va pousser le code dans le serveur qui va exécuter, mais ça part toujours à partir du Git, et un seul Git. DevSecOps, bah, je ne vais pas en parler, parce que je n'avais pas grand-chose à en dire, je ne suis pas un expert sécurité, juste pour dire que si vous suivez le 8, toujours pareil, si vous suivez le 8, ce sera plus facile d'aller faire du DevSecOps que si vous ne le suivez pas. Là, vous ne pourrez jamais implémenter vos policies as code. Voilà. Et la réponse, oui, je considère que nous sommes redevenus des Jedi. J'ai une équipe qui a fait un travail formidable depuis 3 ans. Ils se sont vraiment transformés. Je ne dis pas qu'on a terminé la transformation. Mais le changement d'état d'esprit, il a été long, il a été douloureux par moments, mais on l'a fini. Ça veut dire qu'aujourd'hui, récemment, on m'a posé une question. Comment je voyais l'IT dans 10 ans? Quelle techno, etc. Bah, moi, je ne suis pas voyant. J'en sais rien, en fait. Et c'est ce que j'ai répondu. Alors, je ne sais pas si ça a plu ou si ça n'a pas plu comme réponse, mais non seulement j'en sais rien, container, serverless, whatever, je m'en fous, mais en plus, concrètement, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est d'avoir une équipe qui, elle, aura la capacité à appréhender ces technologies. Et vous aurez jamais meilleure capacité à appréhender une technologie que si vous avez des modes méthodes. Si vous suivez votre fameux 8, si vous suivez vos méthodes agiles et que vous respectez ces guidelines, vous ne pourrez pas vous tromper. Demain, on vous amène du serverless, vous allez faire du serverless, vous allez vous assurer que vous suivez votre 8. Il me reste 30 secondes. Le premier truc qu'on vous fait quand il y a du cloud, un Amazon va vous dire hey, « c'est cool, il y a des lambda, les gars ». Le premier réflexe que va faire un dev, c'est de se connecter au système de lambda et de pousser son code. Il ne respecte pas le 8. Pas de CI,
pas de contrôle de son code. Donc, même si vous allez faire du lambda, vous aurez à faire de l'infrastructure as code. Même si c'est un lambda, peu importe ce que vous avez, si vous ne respectez pas ce déroulement du 8, que vous poussez directement votre code en live, le cloud va vous donner la fausse impression d'être capable de le faire. Donc le cloud, moi je trouve ça très très bien, à partir du moment où on respecte les règles. Si vous respectez les règles, vous ne pourrez jamais vous tromper. Donc ça, c'était la restitution de mes 3 ans. Ma trilogie est terminée. Merci de m'avoir écouté.